Salut. Euh, du coup, je me lance dans mon deuxième podcast. J'avais envie de commencer en vous parlant, en fait, en faisant un lien avec le premier podcast où je vous parlais de mon voyage en Thaïlande. Enfin, j'étais en Thaïlande, puisque ce podcast, il avait 2 ans. Euh, pour vous expliquer un petit peu, donc j'étais partie en voyage en Thaïlande et c'est un voyage qui s'est poursuivi après par la Malaisie puis l'Australie. Euh, et, euh, et donc à ce moment-là, le moment où j'ai filmé, j'étais à Bangkok, je regardais beaucoup de podcasts, j'en regarde toujours beaucoup, euh, de podcasts créatifs et je trouvais ça super et j'avais aussi envie d'essayer, surtout que j'avais vu des choses pendant le voyage, voilà, qu'on voit pas forcément en France. Et je trouvais ça sympa de le partager, mais j'avais pas du tout osé me lancer. J'avais pas osé publier la vidéo. Euh, voilà, après aujourd'hui, 2 ans après, euh, j'ai appris à me lancer des défis. Maintenant, on est en confinement et voilà, il y a plein de. Je me dis que peut-être que c'est le moment pour moi de profiter de ce temps-là et puis d'essayer. Et puis on verra bien ce que ça donne. Après tout, c'est pas extrêmement grave. Le tout, c'est de l'avoir fait et j'étais très fière très contente de moi d'avoir posté le premier podcast. Et voilà, et en fait, j'ai une amie qui a regardé et qui était contente et qui m'a dit quand est-ce que sort le deuxième. En fait, ça m'a encouragée, donc je me suis dit que j'allais en faire un deuxième, et puis voilà, on verra bien. Donc, ça c'est dit. Donc, je vous disais, j'ai envie de faire un petit lien avec le premier podcast pour garder un tout petit fil directeur pour le début. Donc, je vous parlais de mon stage de tissage en Thaïlande. Oui, en Thaïlande. Du côté de Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. Et je n'avais pas ce que j'avais tissé à ce moment-là. Je l'avais pas pris avec moi. Donc je me suis dit que j'allais vous le montrer maintenant. Alors le premier, voilà. Donc ce sont 3 écharpes en fait. Le premier c'est celui-ci. Ça je l'ai pas tissé. Je l'ai acheté tel quel, mais je voulais quand même vous le montrer. Voilà. Je sais pas trop si ça vous donne une bonne idée. En fait, ça, je l'ai acheté donc, du côté de Chiang Rai quand je faisais mon trek de 2 jours. C'était un super trek. En fait, j'avais rencontré une Allemande euh, avec qui on a décidé de faire ce trek. Et au tout début, on devait le faire avec une sorte d'agence de voyage, voilà, qui organisait ça. Je pense que c'était une agence thaï qu'elle avait repérée. Et en allant sur place pour prendre des renseignements et pour réserver une place, on s'est rendu compte que une des parties du tour en fait, qu'ils proposaient consistait à aller voir les éléphants. Je crois de mémoire qu'on nous proposait de monter à dos d'éléphant. Alors monter à cru et soi-disant sans que les éléphants soient maltraités, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'entreprises qui proposent ça en Thaïlande, c'est très courant, et en fait les éléphants sont complètement maltraités. Donc vraiment, si vous allez en Thaïlande, s'il vous plaît, ne le faites pas. N'alimentez pas ce tourisme-là, c'est vraiment pas la peine. Euh, et donc on a décidé de ne pas faire ce trek. Au final, même si a priori c'était pas le plus catastrophique, j'étais pas d'accord et mon ami non plus de financer ce genre de pratique. Donc
on a cherché ouais, s'il y avait d'autres solutions et elle a trouvé, je sais plus trop par quel biais, quelqu'un qui proposait des treks. Et ce qui était super intéressant, c'est que donc c'était une femme qui avait monté sa propre agence et c'était vraiment quelque chose euh, de très très simple. En fait, elle organisait des tours dans sa région. Donc, c'est-à-dire qu'on partait avec elle pendant une journée, elle nous emmenait nous balader, voilà, je me d'heures ça durait. C'était pas si énorme que ça le nombre d'heures de marche, mais peut-être 3 4 heures, quelque chose comme ça, à travers sa région. Et le soir, on dormait chez elle, on mangeait avec elle et sa famille, et euh, le lendemain, on refaisait un trek en allant voir euh, les tribus. Euh, je suis toujours un peu embêtée avec ces termes. Je les utilise parce que là, je sais pas trop quoi utiliser d'autres, mais Karen, Lagou et les derniers, je sais plus. Et c'était aussi, une chose importante, pas du tout dans l'esprit on va observer les gens. Euh, Vous savez, il y a aussi un espèce des fois dans ce genre de tour de voyeurisme qui, moi, m'intéresse pas du tout, notamment, notamment en ce qui concerne les femmes girafes. Donc, vous savez, les femmes qui portent des colliers là, qui leur étendent le cou. Donc, elles vivent dans ces régions-là. Je crois qu'elles sont carènes d'ailleurs. Et donc, il y a des tours qui sont organisés pour aller voir ces femmes-là. Euh, bon, je suis pas fan. Je préfère rencontrer les gens. Et là, en fait, ce que cette femme proposait, c'était vraiment de rencontrer les gens. Et puis en plus de ça, elle avait une dimension très féministe qui me plaisait beaucoup, qu'on a découvert au gré de nos discussions. Elle parlait très bien anglais. Et, euh, et elle est vraiment engagée pour sa communauté et pour les femmes de sa communauté, notamment pour qu'elles trouvent le moyen de vivre, en fait, de gagner de l'argent et d'être autonome. Il y avait beaucoup de prévention aussi en termes de sexualité. Je crois elle travaillait beaucoup sur la prévention pour les MST et euh, grossesse. Voilà. Donc c'était hyper intéressant. Et puis en fait, de rencontrer un être humain, quoi, au-delà d'un guide à travers la montagne, c'était vraiment une belle rencontre. Et d'être dans sa famille, c'était aussi super, super, super. Parce que en fait, elle avait fait le choix de vivre vraiment à l'ancienne. Donc, c'est-à-dire qu'elle vivait dans une maison traditionnelle. Et c'est en pleine forêt. Et c'est des maisons traditionnelles qui ne sont pas vraiment fermées. En fait, on est dedans, dehors en même temps. Il n'y a pas. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de mur hermétique. Elle n'a donc pas d'électricité. En fait, elle a juste une toute petite. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Peut-être qu'elle a un. Comment on dit, un générateur, quelque chose comme ça. C'est pas le mot. Enfin, c'est pas grave. Elle peut éventuellement. Je crois qu'elle peut même pas recharger son portable, puisque je lui avais donné ma batterie pour charger son portable, parce elle aimait bien appeler son frère. Enfin, elle appelait son frère qui habite aux États-Unis et c'était toujours un petit peu compliqué pour elle d'avoir de la batterie. Donc, moi, comme je m'en servais pas, je lui avais donné. Euh, je crois qu'elle pouvait brancher une lampe. Voilà, c'est à peu près tout. Mais sinon, en fait, elle vivait avec le soleil. Euh, voilà, super expérience. Et pour la petite anecdote, bon, je vous parle absolument pas là, de textile, etc. Mais j'espère que ça vous intéresse. On avait une chambre dans une petite maison à part. Donc c'était une petite maison vraiment pareille, hein,
sans fenêtre. Alors quand je dis sans fenêtre, c'est-à-dire que vous avez un trou pour la fenêtre, voilà, le bois laisse un espace pour la fenêtre, mais il n'y a pas de vitre. Donc quoi que là-ci, il y en avait peut-être quand même. Moi, non, je suis même pas sûre. Et en allant se coucher le soir, on croise un gros serpent. Je crois que c'est un serpent jaune ou quelque chose comme ça. Donc, bon, j'ai pas peur des serpents, très honnêtement, mais je sais que c'est des régions où il y a des serpents qui peuvent être potentiellement un petit peu dangereux. Donc, c'est pas non plus extrêmement rassurant. Surtout, c'est surtout la peur de marcher sur un serpent par inadvertance. J'apprendrai plus tard au cours de ce voyage que les serpents peuvent aussi vous sauter dessus. Je vous raconterai peut-être ces épisodes à l'occasion. À cette époque-là, je pensais juste que le risque, c'était de marcher dessus. Et donc, le mari de notre guide nous rassure en nous disant « Oh, ne vous inquiétez pas, vous avez de la chance, ce serpent-là, il est hyper gentil. Franchement, soyez contente qu'il soit là, parce que lui, il tue les cobras. » Là, moi, ma première réflexion, ça a été quand même de me dire « Ça veut quand même dire qu'il y a des cobras dans la région. » Ce qui me rassure pas. Bref. On a été dormir, et puis là, on entend plein de petits bruits, etc. Et le lendemain, il nous explique que ce sont des geckos, c'est des petits lézards qu'on trouve beaucoup en Thaïlande, des petits lézards extrêmement mignons qu'on trouve à l'intérieur des maisons et qui chantent. Alors en Australie, ils chantent. Dans ces régions-là, je sais pas s'ils chantent, je me rappelle pas. Mais il nous disait oui, non, franchement, c'est bien qu'il y ait des geckos parce que ça tue les araignées et toutes les petites bêtes que vous n'avez pas spécialement envie d'avoir dans votre vie. Voilà, voilà. Donc, durant ce trek, on a notamment été visiter un village. Mais du coup, je pense que c'est un village Karen vu le style. Mais je sais pas pourquoi dans ma tête c'était Lagu. J'ai un doute. Je pense que c'était Karen. Enfin, ça paraîtrait plus logique que ce soit les Karen. Et donc, j'avais acheté cette petite écharpe qui avait été faite par une des membres de la tribu. Donc, elle vendait ça aux touristes. Mon ami avait acheté la même. Et en fait, c'est une écharpe. Ça se porte pas comme une écharpe autour du cou. Bon, peut-être qu'ils peuvent le faire aussi, mais c'est pas comme ça qu'on nous a appris à les porter. En fait, c'était plus des écharpes qui se mettent autour de la tête, un petit peu comme ça. Alors, je suis désolée, hein, je me rappelle pas exactement du système. Je regarde. Ouais, c'est en gros comme ça, et vous devez passer, je pense, les franges là à l'intérieur. Et donc, en fait, c'est principalement, si je me souviens bien, pour préserver la tête de la chaleur, en fait, tout simplement, comme on porterait un chapeau. Et en fait, ce qui est marrant, donc c'est du coton tissé, c'est que c'est très frais. En fait, je trouve à chaque fois que je les porte, alors moi je les porte plutôt en écharpe, je les porte pas sur la tête, c'est pas mon truc forcément de les porter sur la tête, mais vraiment je trouve que ça protège bien de la chaleur. Je suppose que c'est la matière qui fait ça. Voilà. Donc celle-ci, donc oui, quand on part en voyage, je trouve que ça c'est vraiment un truc à avoir dans sa valise. S'il y a un truc, c'est un foulard. Pas forcément de cette taille-là, ça c'est trop petit, pas assez large, mais un grand foulard, pour moi c'est l'indispensable d'une valise, surtout si vous partez en mode minimaliste. Voilà, et donc quand j'ai fait ma formation de tissage, un petit peu quelques semaines après, donc c'était ça. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus simple au niveau du tissage, quoique en fait, donc je fais une formation en couture pour passer un CAP de couture. Et la formatrice, quand je lui montrais
C'était son métier de tisser. Et quand je lui ai montré ce tissage-là, elle me disait qu'en fait c'était un tissage quand même assez particulier. J'essaie de vous montrer, si jamais, voilà, il y en a certaines de vous qui tissent et à qui ça parle. Moi j'ai pas du tout les compétences nécessaires pour pouvoir analyser un tissage. En fait elle me disait qu'a priori on ne pourrait pas obtenir ce type de tissage avec un métier à tisser traditionnel de chez nous. Et donc c'était vraiment une technique particulière de là-bas, donc c'est assez intéressant. Voilà, et donc si vous n'avez pas vu le premier épisode, ces écharpes-là, en fait on les réalise avec un métier à tisser à ceinture, c'est-à-dire vous ne voyez pas mon dos, mais une ceinture passe dans le bas du dos et est reliée au métier à tisser. Et en fait, avec ce mouvement-là, voilà, ça permet d'ouvrir et de fermer le métier et de passer le fil à l'intérieur. Donc c'est un métier à tisser qui est extrêmement physique et franchement néfaste pour le dos, parce que quand on voit l'état dans lequel sont les dames qui tissent depuis des années à longueur de journée, voilà. Et du coup, celui-ci, c'est celui que j'ai fait moi, avec l'aide des dames qui m'ont appris à tisser. Et en cadeau, je suis désolée, je crois que la lumière, c'est pas terrible pour voir les couleurs. Ici, ça a l'air un peu mieux. Je filme avec mon PC portable et c'est pas vraiment fait pour. On fait avec les moyens du bord. Voilà, donc là on a un motif qui est très joli, qui est encore différent. Et donc ça c'est quelque chose qu'elles m'ont offert à la fin de la formation. Je ne m'y attendais pas, c'était extrêmement gentil de leur part. Hop, voilà. Et juste pour vous montrer en fait avec quoi on tisse, j'ai quelques petites balles comme ça. Donc c'est du coton. Alors ça vient pas du tout de la même région, parce que ce sont des balles de coton à tisser que j'ai acheté au Pérou. Mais c'était juste pour vous montrer un petit peu voilà, le type de matériel qu'elles utilisent pour faire leur tissage. Ça ressemble vraiment beaucoup à ça. Et donc après c'est des fils, finalement là la couleur un petit peu feu, même si ça se voit pas bien, qu'on obtient, c'est dû à un mélange de fils. Donc il y a un fil bleu, un fil orange, un fil violet et un fil brun. Voilà, ça a donné cette couleur un petit peu feu. Et puis après vous avez aussi ça, c'est donc la façon qu'elles ont de finir leur tissage. Et en fait, elles font rouler sur leurs genoux alors c'est peut-être une technique que vous connaissez déjà, hein, mais elles tordent pas comme ça à la main, c'est vraiment rouler. Si je sors mon genou sur le genou, vous allez rien voir, comme ça. Voilà. Alors d'abord dans un sens, et puis oui c'est ça. C'est en fait chaque brin un par un est roulé dans un sens, et puis après les brins tous ensemble dans l'autre sens, et ça forme cette espèce de tresse qu'on finit par un nœud pour qu'elle ne bouge pas. Ça paraît simple comme ça, mais c'était pas si évident que ça. Bon, le coup de main se prend vite quand même, hein, mais voilà, c'est un petit coup de main à prendre. Bon, j'en ai fini du coup pour la partie tissage. Donc c'est déjà pas mal long. Du coup, je vais peut-être un peu réduire ce que je voulais vous dire, parce que je n'avais pas envie que ça dure extrêmement longtemps quand même, ce podcast. Alors, qu'est-ce que je choisis? Bon, ça, c'est moins important.
Alors voilà, par exemple, je vous montre ça. Alors oui, comme la dernière fois, je vous avais montré un projet un peu what the fuck avec la petite Namilo, ma petite poupée qui doit être chez mes parents, donc je ne peux pas vous montrer comme elle a bien épaissi. Du coup, voilà, cette chose qui paraît extrêmement simple. En fait, j'ai au tout début du confinement, pourquoi? Je ne sais plus. Je suis partie dans un délire. Alors en fait, cette laine, c'est de la laine. Je l'avais sortie, évidemment. Je l'ai rangée. Alors attendez. Ah bah c'est là. Voilà. Donc c'est de la laine amourée, Basatena 100% mérinos. Et du coup, c'est le coloris ramasser les épines du sapin. C'est une laine que j'avais achetée il y a peut-être 23 ans maintenant. Dans un salon à Paris, un de ceux dont on entend tout le temps parler. Peut-être bien le CSF, j'en sais rien. Ouais, de toute façon, on s'en fiche. Voilà, le petit échantillon, ouais, c'est ce que donne. Ouais. Je comprends la difficulté que, que vous éprouvez, vous les podcasteuses, à montrer la couleur de la laine. Ça y est, je comprends. Bon, du coup, j'avais acheté cette laine-là que je trouvais extrêmement jolie et j'avais envie d'en faire plein de choses. J'arrivais pas à m'arrêter sur un projet. Je suis partie, j'ai commencé un châle, je l'ai défait. J'ai dû commencer un pull, je l'ai défait. Je sais pas, j'arrivais jamais à me projeter. Ce qui a fini par aboutir à ça. Est-ce que c'était franchement une bonne idée? Je n'en sais rien. Mais l'idée, c'est que j'avais envie d'un smooth. En fait, je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'avoir quelque chose qui me tienne bien au cou comme ça, qui me tienne bien chaud. C'est vrai que il y a eu des moments cet hiver, puis même au début du confinement, il faisait bien froid et je l'ai porté, c'était très agréable. Mais moi, mon délire, c'est de trouver plusieurs fonctions à un même objet. Ça m'amuse énormément, énormément, énormément. Donc je me suis dit, ça ne peut pas être que un tour du cou. Je ne peux pas utiliser cette laine qu'en étant un tour du cou. Ce serait comme un peu la gâcher. Donc je me suis dit que, après tout, un tour du cou comme ça, il suffit de le replier, paf, et ça fait un bandeau. Regarde, je fais des essayages qui vous donnent franchement aucune idée. Je vais m'enfiler. Alors c'est extrêmement serré, donc du coup ça a du mal à passer. Mais en fait l'avantage que ce soit bien serré, c'est que comme j'ai un peu mal au cou, j'ai le cou hyper tendu, hyper raide, et en fait ça me fait presque comme une mine. D'ailleurs ça se voit, je crois genre à peine bouger. Mais avec ça c'est moche, mais quand t'as un truc voilà, qui vient bien ici, ça peut être joli. Et du coup, il suffit de faire ça tout simplement. Et ça fait un bandeau. Alors après, vous pouvez le mettre comme vous voulez, de plein de manières différentes. Bon, là, c'est peut-être pas la plus élégante des manières. Je sais pas. Bon, bref. J'ai de quoi m'amuser. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que ça tient bien chaud aux oreilles. Donc quand il fait vraiment très froid, bah, c'est sympa. Ah oui, c'est parce qu'à la base, je voulais faire un bonnet aussi avec ça. Et donc, ensuite, j'étais, quand je le tricotais, en train de lire un bouquin.
de Sylvain Tesson. Je pense que ça vient en partie de là, hein, le délire. Donc La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson, je vous recommande. Si vous aimez bien les récits de voyage, il est très bien. En fait, Sylvain Tesson part. J'enlève ça. C'est quand même chaud. Sylvain Tesson part en Chine, dans les hauts plateaux de l'Atlas, à la recherche de la panthère des neiges avec un photographe. En fait, c'est le photographe qui l'emmène avec lui dans cette aventure. Minier, je ne sais plus son prénom, là je vois Minier. Et en fait, il va découvrir une discipline à laquelle il ne s'est jamais plié, parce que Sylvain Tesson, si vous ne connaissez pas, c'est bah, en fait, je pourrais dire quelqu'un qui marche. En fait, j'ai l'impression que si je devais le définir en une petite phrase, ce serait l'homme qui marche. Inarrêtable, en fait, il a toujours besoin de bouger, c'est ce qu'il explique dans ce livre, que finalement, il a beaucoup voyagé, donc surtout dans ces régions d'Asie, Tibet, Chine, etc. Beaucoup Inde aussi. Et il est toujours en mouvement. Et ce photographe va lui proposer un nouveau challenge dans sa vie, c'est-à-dire de s'arrêter et d'observer. Observer la nature qu'il n'a finalement jamais pris le temps d'observer. Et se plier à l'art délicat de l'attente. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà essayé un peu de faire ça, mais c'est un exercice que j'aime bien, que je faisais un peu en Australie, alors pas du tout dans la même proportion que dans ce livre-là, où là ils font du reportage animalier finalement, puisqu'il s'agit de trouver la panthère des neiges et de la photographier. Et pour un reportage animalier, ça demande des heures et des heures et des jours d'attente sans... pas des jours sans manger, mais des heures voilà, sans manger, sans bouger. C'est vraiment un exercice extrêmement particulier et je trouve qu'il le rend assez bien ici. Il rend bien cet exercice de l'attente et le contraste avec le mental, son mental qui fuse à 100 à l'heure en fait et qu'il a du mal à calmer, à laisser aller tranquillement. Et voilà, alors moi ce que j'ai retenu, ce qui m'a amené à ça, c'est absolument pas l'histoire de l'attente, c'est que il faisait froid, très froid, et je m'imaginais partir avec eux à l'affût du monde sauvage, et je me disais, bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour me protéger du froid? Et je me disais du froid du visage, avoir froid au visage. Donc, la troisième fonction de ce snood, et c'est là que ça devient un projet what the fuck, hein, c'est que ça n'est pas seulement un snood, non, ce n'est pas seulement un bandeau, non, non. C'est aussi un masque. Voilà. Un masque avec une bouche ici, hein, des yeux, et puis pour bien respirer, quand même deux petits trous pour le nez. Alors, cette chose a aussi des moustaches. En fait, je vais simplement dire pourquoi pas. Ben oui, pourquoi pas. En fait, je dis pas pourquoi on serait obligé de toujours faire des choses lisses et avec des explications tout à fait cadrées. Non, non. Cette chose n'a pas d'explication plus que ça. Elle est ce qu'elle est. Elle est le représentant d'un instant de délire, d'un instant qui a duré longtemps parce que donc c'est en côte 2-2, côte torse. Voilà. J'ai doublé le fil, donc là l'échantillon est beaucoup plus fin, beaucoup plus souple et beaucoup plus doux.
Là, du coup, on a un truc vachement plus épais, vachement plus rigide et beaucoup moins doux. Grâce à ce choix éclairé de la coque double en 2-2 torse. Mais je l'aime bien. Je sais pas si je vous fais l'affront de le mettre. Je risque de vous faire peur. Pour l'instant, les réactions des gens qui m'ont vu avec, je ne l'ai pas porté dans la rue. De toute façon, c'est un masque absolument inutile pour la période, puisque tout ce qui devrait être caché est grand ouvert. Parce que l'idée là, c'est de pouvoir respirer quand même malgré le grand froid. Ouais, donc tous les gens qui m'ont vu avec, quand j'ai montré à quoi ça ressemble, ont eu peur. En même temps, allez. Le ridicule ne tue pas. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, magnifique, non? Ouais. Voilà, voilà, donc ça c'était le projet What the fuck. Bah, écoutez, j'ai envie de dire qu'on va s'arrêter là. Tout simplement parce que je m'étais fixé une demi-heure et que ça fait une demi-heure et du coup c'est déjà pas mal. Ouais, ça c'est autre chose. Donc j'avais prévu d'autres projets à vous montrer, mais visiblement je suis bavarde, donc bah, ce sera pour la prochaine fois, mais comme ça nous fera toujours des choses à dire. Ce qui est très bien. Bah écoutez, je vous souhaite une super journée, la meilleure possible, et puis à très bientôt.